Alors, la guerre froide. Ce nom peut faire un peu peur. On imagine tout de suite des espions, une menace nucléaire, un monde au bord du gouffre. Ça peut paraître compliqué, mais pas de panique. On va regarder ça ensemble, tranquillement, pour bien comprendre ce qui s'est passé pendant cette période si particulière. C'est vraiment ça, la question centrale. Comment les États-Unis et l'Union soviétique, qui étaient alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, sont devenus les pires ennemis du monde juste après? C'est tout le paradoxe de cette période. On va voir comment on en est arrivé là. Bon, pour commencer, il faut imaginer la scène. On est en 1945, la guerre est finie. Et là, le monde se fissure. Il ne reste que deux très grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Le problème, leurs visions du monde sont devenues complètement, mais alors complètement incompatibles. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, on a le modèle américain, basé sur la liberté d'entreprendre, la démocratie, les libertés de chacun. Et de l'autre, le modèle soviétique, où c'est l'État qui contrôle tout, l'économie, la politique, au nom du collectif. En fait, c'était deux projets de société totalement opposés, qui ne pouvaient tout simplement pas s'entendre. Et bien sûr, ce combat n'était pas qu'une affaire de discours, c'était aussi une guerre des images. La propagande, c'était une arme essentielle à l'époque. L'objectif était simple, convaincre sa population que son système était le meilleur, tout en présentant l'autre comme un ennemi dangereux. D'un côté, on voit Captain America qui combat les communistes, de l'autre, un ouvrier soviétique qui refuse l'argent américain. Finalement, cette opposition idéologique a coupé le monde en deux. C'est pour ça qu'on parle de monde bipolaire. Il y avait le bloc de l'Ouest, avec les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, et le bloc de l'Est, regroupé derrière l'URSS dans le pacte de Varsovie. Entre les deux, c'est le fameux rideau de fer, une expression de Winston Churchill qui est restée célèbre. Et s'il y a un endroit où cette division était vraiment visible, presque palpable, c'était à Berlin. Imaginez un peu la situation. Une ville, elle-même coupée en deux, mais qui se trouvait en plein milieu de l'Allemagne de l'Est, donc dans le bloc soviétique. Berlin-Ouest, c'était comme une île du monde capitaliste au cœur de l'océan communiste. Du coup, Berlin était une zone de tension permanente. En 1948, Staline essaie d'étouffer Berlin-Ouest en bloquant tous les accès. Les Américains répliquent avec un incroyable pont aérien pour ravitager la ville pendant presque un an. Et puis plus tard, en 1961, pour empêcher les gens de fuir à l'ouest, on construit le fameux mur de Berlin. La ville était littéralement la ligne de front de la guerre froide. Si Berlin était le symbole de la division, le moment où le monde a vraiment eu le plus peur, où on a frôlé la catastrophe, c'était à cause de Cuba. En octobre 1962, pendant quelques jours, tout le monde a cru que la guerre nucléaire allait éclater. La raison est simple. Les Soviétiques avaient installé des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, qui est juste à côté de la Floride. C'était la première fois que le territoire américain était directement menacé par des missiles nucléaires soviétiques. Pour le président Kennedy et les États-Unis, c'était une ligne rouge, une menace inacceptable. 13 jours, c'est tout ce qu'a duré la crise. Mais pendant ces 13 jours, la tension était à son maximum. Négociations secrètes, menaces, face-à-face militaire, le monde entier a retenu son souffle. Le moindre dérapage aurait pu déclencher l'apocalypse. Le dirigeant soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, l'a lui-même reconnu. Cette phrase montre que les deux leaders ont pris conscience qu'ils étaient au bord du précipice. Finalement, ils ont réussi à trouver un accord. Les Soviétiques ont retiré leurs missiles et les Américains ont promis de ne pas envahir Cuba. Le monde entier a poussé un grand ouf de soulagement. Alors, on a vu des moments de tension extrême, mais jamais d'affrontement direct. C'est là qu'on en revient à notre question de départ. Pourquoi cette guerre est-elle restée froide? Comment a-t-on évité le pire? C'est le grand paradoxe de cette période. Le philosophe Raymond Aron a trouvé la formule parfaite pour décrire la situation. Paix impossible, guerre improbable. La paix était impossible, on l'a vu, à cause des idéologies totalement opposées. Mais pourquoi la guerre était-elle improbable? La réponse, c'est l'arme nucléaire. Les deux superpuissances se sont lancées dans une course folle aux armements. Chacun des deux camps avait assez de bombes pour détruire l'autre et même la planète entière plusieurs fois. C'est ce qu'on a appelé la destruction mutuelle assurée. En gros, la logique était simple et terrifiante. Si tu m'attaques, je te détruis et tu me détruis aussi. C'est cette peur qui a empêché la guerre. C'est l'équilibre de la terreur. Mais attention, il faut faire attention avec le mot « froide ». Si la guerre était improbable entre les États-Unis et l'URSS, elle a été bien réelle dans d'autres pays. Les deux grands se sont affrontés indirectement en soutenant des camps opposés dans des conflits locaux. C'est ce qu'on appelle les guerres par procuration. En Corée, au Vietnam, en Afghanistan, là-bas la guerre n'a pas été froide du tout. Elle a été terriblement chaude et meurtrière. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Pour finir, on va juste résumer les points essentiels à retenir pour que tout soit bien clair dans votre tête. En fait, il y a 3 idées clés. Premièrement, la guerre froide, c'est avant tout un choc d'idées, une compétition entre deux visions du monde. Deuxièmement, cette compétition a structuré le monde entier en le divisant en 2 blocs. Et troisièmement, la menace nucléaire a créé cette situation paradoxale, une paix impossible mais une guerre improbable qui a quand même provoqué des guerres très violentes loin des centres de pouvoir.
Officiellement, la guerre froide se termine en 1991 avec la fin de l'Union soviétique. Mais on peut se poser la question, est-ce que les rivalités entre grandes puissances, les oppositions de modèles et les luttes d'influence ont vraiment disparu aujourd'hui? C'est une question qui reste ouverte et qui nous permet de réfléchir au monde actuel.